Bienvenue à vous sur le plateau d'On se dit tout sur Média TV. On se retrouve une nouvelle fois pour une heure à passer ensemble avec différentes thématiques à traiter. Et justement, c'est d'une évidence absolue, l'alimentation conditionne notre état de santé. Beaucoup de maladies passent par une mauvaise alimentation. On parle d'hygiène alimentaire et d'hygiène de vie. Et en fait, ça s'apprend dès la petite enfance. C'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants avec une belle équipe aujourd'hui sur le plateau. Ensuite, un autre sujet un peu plus tabou, plus compliqué. Ça fait partie d'une zone assez intime. On va parler des hémorroïdes avec le docteur Mounia Alaoui. Elle est gastro-entérologue. Vous êtes les bienvenus sur Média TV. Bien manger, ça s'apprend dès la petite enfance. Pourquoi? Parce que c'est justement un des piliers essentiels de la prévention et c'est notre émission aujourd'hui justement avec un beau duo complémentaire. Nada El Hachimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante en nutrition holistique. Merci beaucoup d'être là à Casablanca. Merci de me recevoir. C'est un plaisir, merci. Kenza Mkwar, bonjour. Bonjour Yasmine. Vous êtes psychologue clinicienne, également intervenante en milieu scolaire à Casablanca également. Absolument. Merci beaucoup mesdames d'être là et justement bien manger, ça s'apprend parce que malheureusement aujourd'hui on sait que beaucoup de maladies chroniques, notamment le diabète, l'hypertension, l'obésité, enfin certains cancers aussi sont intimement liés à une mauvaise hygiène alimentaire et justement d'où l'intérêt de cette thématique d'aujourd'hui, structurer nos enfants sur de bonnes habitudes dès l'enfance. Justement, l'équilibre alimentaire aujourd'hui et dans cette émission ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité de prévention. Mais pourquoi c'est tellement compliqué pour les parents et souvent synonyme de privation pour les enfants, Kenza Mkwar? Alors, c'est une vaste question. Pourquoi est-ce que ça serait synonyme de privation pour les enfants? Parce que malheureusement, bien souvent, ils ont grandi avec une alimentation pas toujours très saine et que pour le coup, les en priver un petit peu plus tard, quand les parents prennent conscience de l'intérêt de rectifier les choses, eh bien à ce moment-là, c'est vécu comme une privation. Ça ne le serait peut-être pas si d'emblée, dès la toute petite enfance, étaient introduits les aliments naturels sains et puis un goût diversifié pour une alimentation saine, encore une fois. Alors, c'est justement ce qu'on va voir au fur et à mesure, mais c'est aussi compliqué pour les parents. Est-ce que vous le constatez, Nada El Hachimi? Absolument. C'est clair qu'aujourd'hui, avec un rythme de vie qui est beaucoup plus occupé qu'avant, un schéma familial qui est différent. Avant, la maman, généralement, était à la maison, ou bien on vivait en famille avec une communauté un peu plus grande, donc il y avait toujours quelqu'un qui s'occupait de préparer à manger sainement, etc. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. On vit vraiment dans le schéma familial où il y a les deux parents et les enfants, et les parents ont beaucoup moins le temps, avec une maman qui est généralement beaucoup plus active qu'avant, de prendre le temps d'acheter des aliments sains, et les préparer de façon saine, et de s'occuper de savoir ce que notre enfant mange du réveil jusqu'au coucher. C'est pas toujours évident aujourd'hui. Alors, on va en fait discuter en deux parties des choses. On va d'abord s'occuper de cette structuration, donc l'éducation à la bonne alimentation pour les enfants qui sont, on va dire, encore très petits, pour les futurs parents. Mais aussi, en deuxième partie d'émission, on va s'attaquer aux enfants qui ne sont pas à eux, bien sûr, mais à la problématique de l'alimentation chez eux, chez les enfants qui sont déjà installés dans une forme de mauvaise hygiène alimentaire, parce que là, c'est différent. Donc, pour commencer dès le départ, donc poser les bases, c'est l'apprentissage du goût alimentaire. Pour les psychologues, il y a un stade qui est très important, c'est le stade de l'oralité. Est-ce que c'est en rapport avec l'apprentissage du goût? Alors, c'est non seulement en rapport avec l'apprentissage du goût, mais je dirais avec toute l'appropriation et l'expérimentation du monde, à commencer par soi-même. Parce que dans la théorie psychologique, enfin psychanalytique plutôt, l'allaitement lui-même est une première façon d'arriver au monde et de se séparer de la mère progressivement. Le sein maternel est vécu tout d'abord comme un prolongement de soi-même. L'enfant ne différencie pas le sein et lui-même. Et d'où l'intérêt d'ailleurs de l'allaitement, qui est bien plus que simplement alimentaire, mais aussi relationnel et constitutionnel. L'enfant va venir petit à petit réaliser que le sein, ce n'est pas lui, et que la maman
eh ben, il va falloir pleurer ou en tout cas manifester quelque chose pour qu'elle accourt et qu'elle vienne nourrir le bébé, enfin accourt, qu'elle arrive en tout cas, puisqu'une maman doit aussi savoir apprendre la patience à l'enfant. C'est bien qu'il pleure un petit peu pour demander les choses. Et effectivement, l'oralité vient ensuite à travers le mode de contact avec le monde. Le fait de manger, de croquer, c'est aussi une façon de tester le monde qui nous entoure pour un enfant. Justement, par rapport à ce stade en particulier, qu'est-ce qui va... Donc, vous l'avez dit, c'est un apprentissage du monde extérieur à travers une appropriation. Oui, quand l'enfant met des choses dans sa bouche. Est-ce qu'il y a, on va dire, des erreurs, des petites choses qu'en tant que parents, nous commettons dans notre gestion de ce stade qui risquent, d'une manière ou d'une autre, qui risquent d'interférer dans cette structuration, dans l'apprentissage de bien manger? Ou est-ce que c'est quand même trop poussé Alors, sur la question? Au niveau strictement alimentaire, il y a certainement certaines erreurs qui sont peut-être faites parfois par les parents, et notamment au moment de la diversification alimentaire, quand l'enfant se met quand on lui présente des aliments petit à petit solides qu'il va falloir manger et ingérer. Au niveau de la diversification elle-même, il y a quelques erreurs qui sont faites. Et puis au niveau aussi de la relation avec l'enfant, puisque tout ce qui est d'ordre alimentaire est censé aussi représenter, ou en tout cas oral, est censé représenter aussi un plaisir, un partage, un échange. Il y a des petites erreurs qui peuvent être faites. L'angoisse quand il ne mange pas? L'angoisse quand il ne mange pas, ça peut être le fait oui, tout ce qui peut amener l'alimentation comme étant une corvée plus qu'autre chose, alors que ça devrait être un plaisir et un moment formidable d'échange entre le papa ou la maman et l'enfant. Alors justement, une diversification alimentaire réussie, c'est aussi un futur adulte qui va manger un peu de tout. Kenza Mkwat parlait d'erreurs au niveau de la diversification alimentaire. Pour vous, en tant que spécialiste Nadal Hachimi, comment devrait se faire la bonne diversification? Alors, avant de répondre à votre question, si vous permettez, j'aimerais rebondir sur la question d'avant, où il y a cette notion de plaisir que Mme Mkwat elle a dit. C'est vrai, il y a cette notion de plaisir quand on mange, c'est très important. Et c'est très important de la transmettre à l'enfant, parce que pour qu'il n'y ait pas ce rapport d'amour et haine envers la nourriture, oui, c'est bon, j'aime, mais en même temps, non, c'est pas bon parce que je vais grossir, parce que c'est pas bon pour moi, etc. Donc, c'est important de transmettre cet amour pour la nourriture. Et aussi, l'erreur que les parents commettent assez souvent, et qui est naïve, parce que tout le monde la commet jusqu'à aujourd'hui, c'est s'il te plaît, arrête de pleurer, tu vas avoir un chocolat. Donc déjà, on apprend à l'enfant dès son plus jeune âge que s'il arrête, il cache ses émotions, s'il arrête de pleurer, s'il se comporte en tant que bonne petite fille ou bon petit garçon, il aura une récompense, et cette récompense, c'est la nourriture. Et c'est un comportement qui va rester jusqu'à l'âge adulte, où la personne, la première chose sur laquelle elle va courir quand elle ne se sent pas bien, ou voilà. Le chocolat. Exactement, c'est le chocolat ou un bonbon, ou n'importe quoi qui va lui donner une gratification instantanée. Et c'est généralement quelque chose de sucré, parce que le sucre, c'est ce qui allume tout de suite les petites ampoules du plaisir dans le cerveau. Donc, généralement, on saute sur le sucre tout de suite. Alors, voilà, si on peut prévenir les parents et leur demander de trouver une autre façon de communiquer avec leurs enfants, de peut-être leur permettre de parler de leurs émotions, de ne pas leur dire « arrête de pleurer, sinon tu n'auras pas de dessert ou pas de chocolat ». Donc, voilà. Ça, c'est un point que j'arrive à comprendre. Le premier point que vous avez évoqué, j'ai du mal à suivre. Quand vous dites qu'il faut que ce soit véritablement une relation de plaisir dans l'alimentation, et non pas j'aime manger, mais attention, je vais grossir. Comment on inculque ça chez les enfants, en fait? Comment on distille cette notion chez les enfants, nous, les adultes? En fait, la question ne se poserait pas si les parents offraient toujours une alimentation saine à leurs enfants. C'est-à-dire que si les parents donnent du brocoli, des pommes de terre, de la verdure, enfin tout ce qui est sain pour un enfant, on ne devrait même pas avoir cette considération quand on est à table ou quand on est en face à la nourriture. Arrête de manger, sinon tu grossis. Exactement, parce que l'alimentation est saine et tout ce qui est bon pour nous, on peut en manger. Ça ne fait pas de mal. Voilà, ça ne peut pas nous faire de mal. Bien sûr, chaque excès est mauvais, mais bon, manger 1 kilo de légumes, c'est pas ça qui va nous faire grossir ou nous rendre malades. Absolument. Voilà. Mais alors justement, pourquoi c'est tellement compliqué? Pourquoi est-ce que nos papilles se sont habituées à notre goût
bon, on pourrait le comprendre pour les adultes, pour les enfants un peu plus grands, mais même pour les tout petits, Oui. Les bébés, quand on commence la diversification alimentaire, parfois ils refusent certains aliments, ils refusent certains légumes, ils refusent certains goûts. Est-ce qu'il faut insister? Est-ce qu'il faut forcer? Non, je retire. Hein, j'ai une psy, j'ai une psy et une spécialiste aussi de la nutrition. Je retire le. Mais voilà, c'est-à-dire une bonne diversification alimentaire. Étape par étape, comment elle devrait se faire, Neda? Alors, je pense tout d'abord, si on voit que l'enfant ou le bébé refuse une certaine nourriture, c'est de la mélanger. Disons qu'il refuse de manger le chou-fleur, mais qu'il adore les pommes de terre. Ben, on va mettre peut-être 3 cuillères de pommes de terre avec une petite cuillère de chou-fleur, juste pour introduire diluer le goût, un petit peu le goût. petit à petit et augmenter la dose petit à petit jusqu'à ce que l'enfant s'habitue. C'est une question d'habitude. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué. OK. Alors, toujours pour ces enfants, on va dire, qui ne mangent pas de mauvaises choses, mais qui voient les publicités, qui voient les autres enfants manger des bonbons, manger des sucreries. Mais est-ce que vous êtes, en toute honnêteté, toutes les deux, complètement contre à 200%? Est-ce que vous êtes complètement contre quoi exactement? Contre le fait de permettre à ces enfants de temps en temps, de façon exceptionnelle, de goûter à ces choses-là? Non, certainement pas. Maintenant, le danger que court l'être humain à travers le monde par rapport à l'alimentation et à ce qu'elle est en train de devenir, une alimentation industrielle qui cause des maladies graves, et ça de plus en plus précocement, je suis complètement pour. En revanche, tirer la sonnette d'alarme et que les parents prennent leurs responsabilités en se rendant compte du danger que ça représente. Et l'enfant, vous dites c'est difficile. Effectivement, c'est difficile une fois qu'on a goûté à des choses beaucoup plus plaisantes dans lesquelles on nous met des additifs addictifs, effectivement, comme le sucre, comme beaucoup de choses qui sont hautement perverses pour le corps et pour la santé. C'est difficile de s'en passer ou de ne pas faire comme les copains, etc., pour des enfants, hein, comme les camarades d'école. Absolument. Mais dans la toute petite enfance, tant que l'enfant est encore dans le cadre familial, et tant qu'on a encore la possibilité de partager des moments, comme je vous le disais, avec son enfant, de parler de d'où viennent les aliments, en faisant manger l'enfant, hein, on peut lui apprendre d'où viennent les carottes, d'où vient ci ou ça, qu'il y ait un échange autour, qu'ils comprennent d'où ça vient, qu'il y ait des moments où on cuisine avec notre enfant. Et puis surtout, ça ne sert à rien de mentir aux enfants, de leur raconter des histoires, parce qu'ils ne sont pas dupes. Donc si les parents eux-mêmes aiment prendre soin d'eux-mêmes, aiment manger des choses saines, l'enfant le sentira et aura beaucoup plus l'accès à tout ce que les parents mangent en observant, en voulant goûter, etc., etc. On est au Maroc, on a de la chance d'être au Maroc. Nous ne sommes pas je ne sais où, dans je ne sais quelle ville ultra-urbaine. On a encore la chance d'avoir des marchés extraordinaires où on peut aller avec son enfant, faire le marché, faire des courses, discuter de ce qu'on va acheter ou pas, partager des moments de cuisine, encore une fois. Il y a plein de choses à faire pour que l'enfant, à son plus jeune âge, commence à apprécier ces choses-là. Une fois qu'elles sont appréciées, les addictions deviennent plus rares et moins fortes. Alors justement, comment il faut amener l'information à l'enfant? Parce que quand cet enfant, toujours petit, à qui on apprend de bien manger, enfin manger sainement, voit les autres, voit les publicités, voit les petits camarades, même en crèche, hein, on voit les goûters en crèche, en maternelle. Quand ils voient qu'est-ce qu'il faut leur dire? Il faut leur parler santé, il faut... Aussi, je pense, aussi leur faire voir des petites vidéos aussi, puisqu'on sait que les enfants sont très sensibles à l'image et à tout ce qui est visuel. Donc il y a des petites vidéos qui expliquent qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu manges ci ou ça, quel est l'effet de ci ou ça, des petites vidéos pour les enfants. Leur expliquer ce que ça fait, leur expliquer ce qui est vraiment dangereux, parce que c'est bon aussi qu'ils l'intègrent. Et puis surtout, lorsque la diversification alimentaire a été faite de façon sensée, et pertinente, l'enfant va continuer à aimer ces aliments-là qu'il aura appris à apprécier. Donc il y a beaucoup moins de risques. Le tout, c'est vraiment le jeune âge. Le jeune âge. Alors j'aimerais bien qu'on revienne sur la diversification, parce que vraiment c'est la clé, c'est la base. Certains parents, justement, parce que, on va dire, il y a cette angoisse de parents pour que l'enfant s'alimente correctement, une fois qu'ils ont trouvé la bonne formule de la bonne purée, ils ne la changent plus et évitent d'introduire
d'autres légumes. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Nada El Hachmi? Ben, en fait, c'est ça justement, je rejoins ce qu'a dit Madame Kouar, c'est que c'est absolument important et primordial que les parents comprennent l'importance qu'ils ont et la responsabilité qu'ils ont dans l'alimentation de leurs enfants, et dans l'apprentissage alimentaire de leurs enfants. Donc, oui, je vous donne un exemple. Oui. Par exemple, l'enfant accepte parfaitement le mélange carottes-pommes de terre. Très bien. Mais on se dit, on va introduire un nouveau légume. On va introduire, je ne sais pas moi, un brocoli, du brocoli, ou de la courgette, ou de la citrouille, autre chose. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rajoute ce légume avec les deux autres, ou bien on prépare les deux autres techniquement, hein, on prépare la purée standard carottes, pommes de terre, et on prépare une petite purée, on va dire brocoli, et donc on fait goûter le brocoli, et s'il ne mange pas, à ce moment-là, on donne la purée initiale. Je pense c'est vraiment un problème du quotidien. Oui, c'est technique. C'est technique. C'est très précis. Mais très raison de poser la question, Yasmine, c'est vrai, parce que effectivement, parce la que les parents façon de présenter l'aliment compte absolument. Encore plus que l'aliment lui-même. Tout est encore une fois une question de partage, de curiosité, d'envie de l'enfant d'aller explorer encore une fois le monde. Vous parliez d'oralité tout à l'heure, c'est de ça qu'il s'agit encore. Et les parents angoissent, par exemple, on se dit, bon, très bien, d'accord, on parle de diversification alimentaire, mais moi, ce qui compte pour moi en tant que mère ou en tant que père, c'est que mon enfant mange. Voilà, voilà. Je sais que ça, c'est sa purée préférée, mais j'ai peur de rajouter un autre ingrédient qui va déstabiliser son goût. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait goûter l'autre légume tout seul? Alors, si on a vraiment peur que le goût le répugne l'enfant et qu'il ne veut vraiment pas le manger, on fait ce que j'ai dit tout à l'heure, donc vraiment rajouter un tout petit peu et aller graduellement. Maintenant, oui, le parent dit l'important pour moi, c'est que mon enfant mange, mais l'important aussi, c'est qu'il mange des choses qui sont bonnes pour lui et qu'il ait toute la palette de nutriments dont il a besoin. Donc, c'est bien beau qu'il ait la panse remplie, mais il faut qu'elle soit remplie de bonnes choses qui sont bonnes pour lui et diversifier tout ce qu'il mange, c'est important. Il y a aussi une phase dans le développement des tout-petits qui est un petit peu une phase critique pour les parents. C'est lorsque la fameuse phase du non, de l'opposition. Et quand ils arrivent à ce stade-là, c'est l'opposition sur tout. Même sur l'alimentation, un enfant, un bébé d'un an, 1 an et demi qui jusque-là mangeait bien, vers 1 an et demi, eh bien, beaucoup de parents s'en plaignent justement. Ils nous disent, mais mon enfant ne mange plus. Donc, encore une fois, c'est l'angoisse qui prend le dessus et on a besoin d'alimenter et de nourrir cet enfant. Après, on se dit, quel que soit l'aliment, eh bien, le plus important, c'est qu'il mange. Et ce qu'il faut éviter... Est-ce que c'est un piège? Voilà. Est-ce que c'est à moi que la question est posée? Oui, absolument, à la psychologue. Alors, vous parliez de premier mode de fonctionnement, dont fait partie la phase d'opposition de l'enfant qui arrive vers 1 an et demi, 2 ans, où effectivement le non est dit assez régulièrement, et qui est une façon de s'affirmer. On dit aussi que l'une des premières formes d'amour, c'est l'identification. Donc, aimer maman, c'est aussi, et avant tout, s'identifier à maman. À partir de là, je pense que c'est un petit peu dommage que le parent soit absolument fixé sur l'enfant et qu'il mange et tout ça, ce sont des angoisses qui ne vont rien arranger du tout. En revanche, soi-même, donner l'exemple à l'enfant qui va s'identifier d'une façon ou d'une autre à sa maman ou à son papa, ça c'est plutôt bien. C'est-à-dire, ok, tu ne veux pas manger de cet aliment-là, d'accord, tu rates quelque chose, qu'est-ce que c'est bon, regarde, moi j'adore ça, mais une prochaine fois on réessayera. Mais comme le disait Nada tout à l'heure, effectivement, présenter un panel de choses à l'enfant, à partir du moment où ce sont des aliments sains, naturels, et le laisser explorer, le laisser lui-même aller chercher ce qu'il a envie de goûter, ne pas goûter, etc. Ça, c'est la bonne façon, à mon sens, de faire, d'amener l'enfant à apprécier les bonnes choses. Simplement, à partir du moment où on proscrit tout ce qui est industriel, au plus jeune âge, après, il n'y a plus à s'inquiéter. Il n'y a même plus, comme elle disait tout à l'heure, à se demander ou à s'interroger sur les histoires de régime par régime, grossir par... Ça n'existe pas à partir du moment où ce qu'on présente à l'enfant est sain. Alors, est-ce qu'il faut respecter le dégoût d'un aliment chez un tout petit? Est-ce qu'un bébé qui est dans la diversification, un petit enfant ou un bébé de 24 mois, peut avoir du dégoût pour un aliment, Nada?
Alors, la vérité, je n'en ai jamais entendu parler. Je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas spécialiste des enfants, des nouveau-nés, des enfants si jeune âge. Mais oui, il y a beaucoup d'enfants qui sont dégoûtés, soit parce que réellement le goût les dégoûte, ou l'odeur les répugne, ou tout simplement parce que leurs petits copains n'aiment pas cet aliment. Alors, ils ont décidé qu'ils n'aimaient pas cet aliment non plus. Alors, premièrement, il faut d'abord savoir si cet aliment est vraiment primordial. C'est-à-dire, je m'explique, si c'est... par exemple, le brocoli ou les choux de Bruxelles. Ce qui se trouve dans un brocoli, on peut très bien le trouver soit dans un chou-fleur, soit dans un autre légume vert, etc. Donc, si ce n'est pas primordial de le faire manger à l'enfant, si on peut trouver un substitut qui est aussi bon pour lui, tant mieux. Et puis l'introduire petit à petit comme ça. Mais ce qui est important, c'est que pour l'enfant, c'est de ne pas l'obliger à faire quoi que ce soit, de toujours trouver des façons un peu plus détournées. Aujourd'hui, on a des recettes extraordinaires où on va rajouter de la courgette dans un gâteau au chocolat à base de farine sans gluten. Enfin, il y a 1 million de possibilités de faire manger les légumes aux enfants. Il ne faut surtout pas... les forcer. Les forcer et surtout pas hésiter à utiliser de l'imagination, à leur faire des petits bonhommes avec leur nourriture. Enfin, c'est aussi notre devoir en tant que parents de faire cet effort-là. Vous nous compliquez la tâche quand même, hein, des spécialistes. Oui, mais des enfants, c'est important. Il faut leur accorder autant de temps qu'on accorde à n'importe quoi d'autre dans la vie, si ce n'est plus. Parce que c'est notre responsabilité, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de l'humanité, et c'est sur eux que se base tout le monde de demain. Donc si on ne donne pas le temps et l'énergie et l'attention qu'il faut à cet enfant... Et c'est de la prévention contre beaucoup de maladies. Absolument. C'est justement le but de ce rendez-vous avec vous aujourd'hui. C'est vraiment de la prévention en amont, comme on dit, de la vraie prévention. Vous voulez rajouter quelque chose, Kenza? Non, j'allais dire que c'est effectivement ça, de ne pas faire entrer la nourriture dans un rapport de force. C'est ça qui est essentiel. À partir du moment où elle est vécue comme une exploration et comme un plaisir, il n'y a plus à s'inquiéter. À partir du moment où on a réussi la diversification alimentaire de son enfant et qu'il aime le goût des choses saines et qu'il y prend du plaisir, on n'a plus à s'inquiéter pour son avenir. Il suffit de... Et on n'a plus à s'inquiéter non plus pour ces histoires de goûter à l'école, pour ces histoires de copains, de camarades qui mangent ci et ça. Votre enfant, à partir du moment où il apprécie les choses saines, eh bien, même s'il goûte de temps en temps à des choses un peu moins bonnes pour sa santé, ce sera qu'exceptionnel. Effectivement, il les appréciera, mais sans grand risque. Alors justement, tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est pour faire de la prévention, mais est-ce qu'il y a un risque aussi pour que ce soit une porte d'entrée? Certains parents le disent, certains parents qui sont un petit peu dans cette dynamique-là disent « mais l'entourage nous trouve trop strict et justement on nous dit vous allez pousser votre enfant à devenir soit anorexique, soit boulimique ». Est-ce qu'il y a un risque s'il y a une forme, entre guillemets, de rigidité, ce qui peut être perçu par les autres comme une forme de rigidité, comme une porte d'entrée vers des troubles alimentaires plus tard, éventuellement à l'adolescence, comme ça? Alors effectivement, dès qu'il y a une tentative de maîtrise un petit peu trop forte, et puis que ça vient toucher aussi la relation aux parents, par exemple une petite fille qui vraiment va se dire maman m'aimera moins si je mange des choses malsaines, ou je vais perdre un peu l'estime de mes parents si je goûte à ci ou à ça. Dès que la nourriture est vécue, encore une fois, dans ce rapport de force, et comme l'un des médiateurs de... Mais comment on fait pour l'installer, justement? Comment on fait pour installer ça? Peut-être justement en étant trop rigide ou en étant trop porté sur la chose. Moi, je recommande une seule chose, comme je vous le disais au départ, c'est de proscrire certaines choses. Les aliments industriels, le gluten, en tout cas en partie, le sucre industriel, les biscuits, faire attention aux céréales, etc. Alors, je ne suis pas nutritionniste, j'ai beaucoup de limites dans le domaine, mais proscrire les choses malsaines et puis ensuite laisser l'enfant libre sans faire une fixation, sans en parler à tout bout de champ, sans qu'il sente que de son comportement alimentaire va naître un certain ressenti ou quelque chose chez ses parents. Par exemple, même s'il demande, même si on a tout mis en place pour essayer d'éduquer ses papilles, mais qu'au bout d'un moment il demande, au bout d'un moment on constate qu'il laisse tomber son goûter préparé à la maison et va plutôt manger avec ses amis, il faut fermer les yeux, il faut pas revenir dessus. À partir du moment où c'est exceptionnel, je pense que ça sert à rien. D'accord. Hein. Et puis c'est normal d'expliquer les choses encore une fois à son enfant, de donner du sens à ce qu'on essaye de leur inculquer. Ça ne sert à rien d'essayer de mettre des règles si on n'explique pas le pourquoi de ces règles. Et c'est l'erreur malheureusement que font beaucoup les parents.
pas qu'en matière d'alimentation d'ailleurs. On doit tout expliquer à l'enfant. Que ce soit une punition, que ce soit n'importe quoi, quand les parents posent des règles ou sont restrictifs sur certaines choses, il faut expliquer le pourquoi. Voilà pourquoi. Donc, effectivement, encore une fois, montrer des petites vidéos, informer son enfant, lui dire que ça, c'est excellent pour sa santé et qu'il va bien grandir et bien se porter. Et voilà, enfin, donner du sens. Alors, vous intervenez en milieu scolaire. Les enfants mangent mal, Kenza Mkwar? Certains, oui. Certains, donc c'est pas une généralité? C'est pas une généralité, mais il y a une prise de conscience de la part des parents? Pas assez à mon goût. Eh bien, on va en faire. Ah, oui, c'est ça. On va pousser vers ça, voilà. Donc, on a un petit peu posé les bases pour les tout petits. Ensuite, il va falloir s'attaquer à la mauvaise alimentation, aux mauvaises habitudes chez les plus grands, notamment les enfants qui sont vraiment à l'école ou encore les adolescents, si on peut, hein, parce que là aussi, c'est compliqué. On revient juste après une courte pause. Restez avec nous sur Média TV. On se dit tout. On revient justement sur ce sujet bien manger. Ça s'apprend tout petit déjà. À tout de suite. Allez, de retour sur le plateau d'On se dit tout pour cette deuxième partie, une discussion autour de l'hygiène alimentaire, l'équilibre alimentaire pour prévenir beaucoup de pathologies qui sont aujourd'hui reconnues comme issues d'une mauvaise alimentation. Bien manger, ça s'apprend tout petit déjà. On en parle avec deux spécialistes, Nadal Hachimi, consultante en nutrition holistique, et Kenza Mkwar, psychologue clinicienne également intervenante en milieu scolaire. Alors la première partie de l'émission a été entièrement consacrée à l'apprentissage du goût alimentaire chez les tout petits, ceux qui ne connaissent pas encore, on va dire, tous ces vices de l'alimentation. Mais là, c'est normal, il faut aussi parler de ceux qui sont déjà installés dans cette mauvaise hygiène de vie et mauvaise hygiène alimentaire. Donc on va dire, suite à la prise de conscience, après le visionnage de cette émission par les parents, comment rééduquer l'enfant sur le plan nutritionnel? Nadal Hachimi, justement, un enfant qui est déjà dans le quotidien, dans ces mauvaises douceurs de la vie. C'est intéressant, les mauvaises douceurs de la vie, oui. En fait, je pense que déjà, si un enfant ou un adolescent est déjà installé dans ces habitudes-là, l'important, c'est qu'il n'ait pas une notion de privation et d'ajouter. En fait, au lieu d'enlever, le secret, c'est d'ajouter. C'est-à-dire, tu veux manger ton plat de frites, etc., et de poisson frit, il n'y a pas de problème. Mais rajoute une pomme. Et demain, tu vas rajouter une pomme et tu vas rajouter un légume. C'est pas grave, tu peux manger tout ça, mais rajoute ça aussi à côté. Mais on va d'abord commencer par manger la pomme, on va commencer par manger le légume, et après, si tu as encore faim, on va manger le reste. Donc c'est important de ne pas le priver, parce que c'est ça qui va causer que, à la maison, il va manger comme ça, mais quand il va sortir avec ses copains, ça va être la folie furieuse, et puis on se lâche. Mais quand vous le dites comme ça paraît très simple. Mais pour les parents qui sont dans le vécu, sur le terrain avec leurs enfants, c'est très difficile parce que les parents disent oui, mais c'est impossible de lui faire avaler une pomme. C'est impossible de lui faire avaler un haricot, une courgette. Et c'est frites, poisson pané, frites, steak, voilà. Il ne faut pas oublier que les parents qui disent ça, il faut qu'ils assument, et je ne veux pas dire qu'ils font mal leur travail, mais c'est important qu'ils assument leur rôle de parents et pas qu'ils obligent, mais voilà, comme on éduque un enfant pour certaines choses, pour la morale, pour le comportement envers ses pairs et envers les plus vieux et les plus jeunes, c'est important aussi de lui inculquer que c'est le parent qui fait l'autorité aujourd'hui, et même en matière de nutrition. La nutrition n'est pas moins importante que n'importe quoi d'autre dans la vie. Donc c'est important que le parent prenne son rôle et oblige, tu veux tes frites, d'accord, mais tu manges ta pomme d'abord. Pour moi, je pense que c'est important, mais je pense que nous aurait plus de choses à dire sur ce niveau un petit peu plus psychologique. Vous en pensez quoi, Kenza? Qu'effectivement, la fixation et l'obligation n'arrangent rien une fois que le dégoût ou que, en tout cas, le rejet de certains aliments sont là. Qu'encore une fois, alors je ne vais pas revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, mais tout est une question de prévention. Mais si la prévention n'a pas été faite. Et oui, et donc si la prévention n'a pas été faite, eh bien, alors ça dépend encore une fois de quel âge il s'agit. On va dire, ils sont sortis de la petite enfance, ils ont à partir de 7 ans, 8 ans et plus. Alors, il y a une forme déjà de... la personne se dessine. Oui, absolument. Et la personne se dessine au contact permanent des parents. Alors, on observe souvent
que les enfants qui rejettent les aliments naturels, les fruits, les légumes, etc., sont des enfants dont les parents ne se nourrissent pas très bien non plus, et qu'il y a très souvent beaucoup de biscuits, de chips, de choses de ce mauvaises alternatives dans les placards, et qu'il est beaucoup plus facile effectivement d'aller ouvrir le placard que de se mettre à table ou que de goûter à certaines choses comme une pomme, effectivement. Du coup, on ne peut pas inventer encore une fois des histoires aux enfants. Il faut que les parents eux-mêmes puissent apprécier réellement ces choses saines. Voilà. Si l'enfant a encore des difficultés malgré le fait que les parents mangent de façon saine, il y a plein de choses détournées, mais qui peuvent amener l'enfant à vraiment développer la curiosité. Il ne s'agit pas d'être dans la restriction. Hein. C'est mauvais la restriction. Comme tous les êtres humains, les enfants sont des mini-nous, et si on les empêche d'aller quelque part, ils trouveront toujours une façon d'y aller. En revanche, des stages de permaculture, c'est très à la mode. Et c'est, alors, je pense qu'un spécialiste en parlera mieux, mais c'est l'idée d'être totalement autonome en matière d'agriculture et de rendre un petit peu à la terre tout ce qu'on lui prend. Donc d'arriver à se stabiliser tout en créant son propre potager, mais de façon autonome, oui. Avec des... Enfin, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais c'est très intéressant. Oui. Pareil pour les stages de jardinage, pour tout ce qui permet à l'enfant d'aller vers la terre et vers ce qui se cultive de façon naturelle. Vous avez raison, bonne proposition. Ça peut amener l'enfant à vouloir goûter ce qu'il a planté, par exemple. Oui, absolument, c'est vrai. Est-ce qu'on peut perdre l'envie du sucre, Nada El Hachimi ? Est-ce que c'est possible de l'oublier, cette envie de sucre? L'oublier, je ne sais pas. Maintenant, pour la détourner, oui. Oui, c'est possible. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, de un, le sucre est extrêmement addictif, plus addictif que la cocaïne. Donc, c'est-à-dire que si une personne a du mal à se défaire du sucre, il ne faut pas non plus être trop dur envers soi. C'est normal. Donc, maintenant, quand le corps réclame du sucre, c'est que soit c'est un signal directement au cerveau. Exactement, c'est un signal, c'est que le corps a besoin de quelque chose. Soit il a besoin d'énergie, si c'est un côté physique, soit il a besoin de récompense ou de réconfort sur le niveau psychologique. Maintenant, sur le côté physique, pourquoi le corps a besoin de sucre? C'est qu'il a besoin d'énergie. Pourquoi il a besoin d'énergie? Parce que soit on n'a pas assez mangé, soit ce qu'on a mangé, ce n'est pas nutritif et assez bon pour nous, parce qu'on a souvent tendance à manger des aliments pour se remplir le ventre et se dire « bon, là j'ai plus faim, je suis bien ». Oui, d'accord, le ventre est rempli, mais nos cellules n'ont pas été nourries. Quand on mange un plat de pâtes, par exemple, c'est que du sucre et que de la farine. C'est du sucre lent, non? Du sucre lent et du sucre rapide aussi. D'accord. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on mange ce plat de pâtes, il n'y a pas réellement d'éléments nutritifs dans ce plat de pâtes. En revanche, si on mange un avocat, je parle toujours d'avocat parce que j'adore l'avocat, mais si on mange de l'avocat ou une pomme ou un brocoli ou un chou-fleur ou peu importe, il y a de la vitamine E, de la vitamine A, il y a de la vitamine... Enfin, il y a beaucoup d'aliments et d'éléments essentiels pour associés notre corps. À ces pâtes, vous dites? Non, pas du tout. Que ça. On oublie les pâtes. On oublie les pâtes. C'est-à-dire que c'est important de manger des aliments qui vont nourrir le corps, qui vont lui donner assez d'énergie pour qu'il n'ait plus ses besoins de sucre. Mais tout le monde dit que, enfin tout le monde, beaucoup de spécialistes disent que les pâtes, c'est un super carburant pour l'organisme. Oui, mais manger qu'un plat de pâtes, ce n'est pas assez riche. Mais manger qu'une pomme non plus, c'est pas assez riche. Oui, quand je dis une pomme, c'est entre nous, le choix entre une pomme et un plat de pâtes, je préfère de loin la pomme. Mais maintenant, le plat de pâtes, c'est un carburant, mais ça ne nourrit pas les cellules. L'énergie de notre corps est déterminée par la santé de nos cellules. D'accord? Donc, pour qu'on ait de l'énergie, il faut que nos cellules soient bien nourries. Pour qu'elles soient bien nourries, il faut qu'elles aient les aliments et les nutriments nécessaires. Le plat de pâtes nous donne une énergie tout de suite, on carbure, mais nos cellules ne sont pas nourries. Et c'est ça ce qui est important. Et puis, si je peux me permettre, il me semble que la cuisson
des pâtes va engendrer le fait que ce soit sucre lent ou rapide. Effectivement, oui. Oui, absolument. La cuisson est importante. Et moi, j'encourage beaucoup les parents à se renseigner davantage sur cette histoire de gluten. Tout est à base de farine au Maroc. On mange beaucoup de pain, on mange beaucoup de choses à base de farine, de crêpes, de ci, de ça. J'encourage vraiment les parents à se renseigner là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut devenir spécialiste en nutrition pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir apprendre à nos enfants à se nourrir? Pas du tout. Se renseigner tout simplement, être un peu curieux de ce qu'on met. C'est quand même un peu, moi je dis souvent aux enfants et même aux adultes que notre corps c'est un petit peu notre temple, notre maison à vie. C'est le seul endroit où on va vivre toute une vie. Donc autant l'entretenir et puis surtout être curieux de savoir ce qu'on y met. Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle de l'école? On a beaucoup parlé des parents, mais est-ce que ce n'est pas également le rôle de l'école de sensibiliser, d'expliquer de façon pédagogique enfin voilà, tous les éléments que vous citiez à l'instant, les cellules, la vie des cellules, l'énergie Alors quand j'étais jeune, bon, j'ai quitté le Maroc assez jeune, mais un peu plus jeune, j'étais à l'école ici et on avait un cours qui s'appelait, enfin je me souviens plus du nom, mais on nous apprenait à faire des points de couture, on nous apprenait à comment laver la vaisselle, on nous apprenait à faire certaines petites choses. Mais on ne nous a jamais appris à comment se nourrir adéquatement. Donc peut-être qu'on devrait ajouter ce genre de cours qu'ils deviennent obligatoires à l'école. C'est de l'éducation civique, carrément. Oui. Je pense que c'était un cours comme ça, mais je ne me souviens plus exactement le nom du cours. Mais voilà, c'est important d'inclure l'alimentation. On la met de côté parce que, à tort, hein, on pense que ce n'est pas quelque chose d'assez important, mais c'est très très important. Mais justement, vous, en tant que consultante en nutrition holistique, pourquoi holistique, justement? Après, je poserai ma question. Oui, holistique parce que ce n'est pas juste de la nutrition du corps, mais c'est aussi la nutrition de l'âme et de l'esprit aussi. On a besoin d'être aussi bien mentalement et moralement pour être en santé. Donc, quand je consulte, les gens je fais comme une sorte de bilan sur toute la vie de la personne pour savoir pourquoi elle a ce comportement alimentaire aujourd'hui et pas un autre. Vous rencontrez des enfants aussi? Oui. Oui? Oui, pas beaucoup, mais oui, j'en rencontre. Il y a des problèmes de mauvaise nutrition? Absolument, absolument, sauf que malheureusement, certains parents remettent cette responsabilité, cette faute sur les enfants, alors que les enfants ne sont pas capables de juger ni de prendre certaines décisions pour eux-mêmes. Alors, un enfant qui est en surpoids, justement, comment lui parler de son corps, lui dire qu'il doit perdre du poids, qu'il mange mal, qu'il doit perdre du poids, sans le vexer? C'est une grande question délicate. C'est une grande thématique. Importante, oui. Et on conclut sur ça aujourd'hui. Oui, alors ça ne sert à rien de rabâcher à l'enfant des choses qui vont le blesser, qui vont blesser son amour de soi, son amour propre. C'est important, voilà, c'est important que les parents soutiennent leur enfant jusqu'au bout, quel qu'il soit, et qu'il ait tel poids ou qu'il soit plus mince ou qu'il soit peu importe, les parents sont là pour soutenir leur enfant dans son bon développement, dans son épanouissement, dans la sécurité affective qu'ils doivent lui apporter. Donc, parler de poids à un enfant en surpoids ou obèse doit peut-être... comment je peux dire ça? Parler plutôt de sa santé, des risques qu'il encourt? De sa santé, que l'enfant ne sente pas... Effectivement, déjà de son physique, mais que l'enfant ne sente pas que ça l'amoindrit, que ça le rabaisse aux yeux même de sa famille, qu'il n'ait pas l'impression qu'on l'aimera moins parce qu'il est en surpoids. Vous voyez, il ne faut pas que ça entre en jeu. Il faut simplement lui faire prendre conscience que c'est pour lui et uniquement pour lui qu'il s'agit de changer les choses et peut-être de perdre un petit peu de son poids. Je vais glisser une toute dernière question. Nada El Hachimi, justement, une bonne hygiène de vie pour beaucoup de personnes et peut-être pour de nombreux téléspectateurs, c'est synonyme de régime à vie. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les convaincre? Alors, quand on dit régime, c'est-à-dire c'est quelque chose qui sort du commun, alors que l'alimentation saine est ce qui est supposé être le commun.
Donc aujourd'hui, la nourriture au restaurant, le fast-food, etc., c'est ce qu'on considère une alimentation normale. Et tout ce qui est légumes, fruits, c'est considéré comme un régime. Donc je pense qu'il faut juste shifter un petit peu la définition de ce que c'est une alimentation saine. C'est tout simplement manger ce que la terre nous donne. On est des êtres organiques, on n'est pas transformés chimiquement. Donc logiquement, il faut qu'on mange quelque chose qui vient de la terre, qui n'est pas transformé non plus. La clé que tous les parents doivent garder, que n'importe quelle personne doit garder pour son alimentation, c'est d'acheter des aliments qui ne sont pas emballés. N'importe quel aliment sain n'est pas emballé. Les fruits ne sont pas emballés, les légumes ne sont pas emballés, les légumineuses ne sont pas emballées. Tout ce qui est emballé, c'est peut-être de l'huile, parce qu'on ne peut pas l'acheter autrement. Mais voilà, c'est ça la clé. Bien, merci beaucoup pour cette belle conclusion et pour tous ces conseils, mesdames. Nada El Hachimi, vous êtes consultante en nutrition holistique. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'émission J'y arrive. Et Kenzam Kouar, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne. Merci. Également intervenante en milieu scolaire. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour un autre sujet. Dr Mounia Alaoui sera mon invité dans vraiment très très peu. À tout de suite. Alors là, on enchaîne vraiment avec un sujet de santé médicale, mais qui reste tabou. On en parle très très rarement, mais bon voilà, aujourd'hui, nous, dans 11 Dito, on a décidé de le faire. On va parler des hémorroïdes avec vous, docteur Mounia Alaoui. Bonjour, vous êtes gastro-entérologue à Marrakech, c'est un plaisir de vous avoir là-dedans. Merci, le plaisir est pour moi, Yasmine. Alors justement, les hémorroïdes, un sujet qui est tabou, on a même honte d'en parler. Quand les personnes en souffrent, elles ont du mal à en parler, aux plus proches. Mais qu'est-ce que c'est exactement les hémorroïdes? Alors déjà, il faut savoir que c'est une maladie qui est très très fréquente, très courante. Mais il reste encore difficile d'en parler parce que, comme vous avez dit, c'est un sujet tabou. Ça concerne une zone qui est très, très intime, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Les gens consultent très, très rarement. Ils préfèrent aller chez le pharmacien pour prendre des médicaments. Et donc, du coup, il y a une sous-estimation. Absolument. Et on ne connaît actuellement pas la fréquence et la prévalence exacte de cette maladie hémorroïdaire, justement parce que les gens ne consultent pas. Ils ont honte. Ils ont honte de consulter. Voilà, alors justement, vous dites un élément qui m'interpelle. Vous dites les patients préfèrent aller à la pharmacie, donc ils évoquent ce qu'ils ont. Oui. Et devant le pharmacien. Devant le pharmacien. Et par contre, on honte de venir chez le médecin. Parce que chez le médecin, ils vont se faire examiner. Et la position d'examen, c'est une position qui est très, très gênante, d'accord? Donc, en général, ils préfèrent aller se faire traiter au lieu d'être... De l'automédication. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les hémorroïdes, tout le monde a des hémorroïdes. Ça fait partie de la structure normale du bar rectum, de la partie terminale du tube digestif, de l'anus. Elles assurent l'étanchéité de cet anus, c'est-à-dire évitent le passage des selles et du bol fécal et des gaz. Et donc, comme cet anus, il est vascularisé, je vais expliquer un petit peu. L'anus, il est vascularisé, comme tous les autres organes, par des artères, par des veines. Par endroits, il y aura des formations, des veines qui vont se former, d'accord? Et ils vont constituer ce qu'on appelle un paquet hémorroïdaire. En fait, c'est comme les varices. C'est comme les varices qu'on a dans les jambes. Et ce paquet hémorroïdaire, on en distingue deux types, comme on voit sur l'image. Il y a les hémorroïdes internes, d'accord, à l'intérieur de l'anus, et les hémorroïdes qui sont externes, voilà, qui sont à l'extérieur. Les signes sont différents, les symptômes sont différents, mais en général, c'est des signes qui sont pas très gênants, pas très urgents. Alors, on parle des signes, justement, les signes pour les hémorroïdes externes, en fait. C'est plus évident peut-être. Voilà, pour les hémorroïdes. Alors, ce qui se passe, il faut bien préciser, ce qui se passe, c'est que lors de la poussée pour la défécation, lors de la poussée, il y a une dilatation de ces veines qui est tout à fait normale. Ce n'est que lorsque cette dilatation devient permanente qu'on parle de maladie hémorroïdaire. D'accord. Il y aura une inflammation, il y aura un relâchement de tissu qui soutient ces vaisseaux. Ces hémorroïdes, ils forment ce qu'on appelle, c'est comme un coussinet au niveau de l'anus. Donc, il y aura un relâchement et une dilatation permanente, d'où l'apparition des symptômes. Les symptômes, donc en général, on aura des symptômes comme une gêne, d'accord, une gêne au niveau de l'anus, une sensation de boule, ces vaisseaux sont dilatés au niveau de l'anus, des démangeaisons, parfois des suintements, et on peut également avoir des saignements. C'est ce qui est important. Des saignements, ce qu'on appelle les rectorragies. Lorsque les saignements sont importants,
D'accord. Il ne faut pas les sous-estimer parce que ça peut cacher un cancer du côlon. Donc, c'est d'où l'intérêt d'aller consulter un médecin spécialiste en gastro-entérologie, proctologie, pour faire carrément une coloscopie à la recherche de polypes, à la recherche de cancer colique, avant qu'il ne soit trop tard. Des hémorroïdes aussi qui ne passent pas, qui durent, est-ce que c'est le signe de quelque chose de plus grave? Non, du tout, parce que normalement, il y a des périodes d'activité, il y a des périodes de non-activité, il y a des facteurs favorisants. Par contre, l'urgence, elle survient lorsque ça fait très très mal. Là, à ce moment-là, on parle de thrombose hémorroïdaire. La thrombose hémorroïdaire, elle peut être externe ou interne. En fait, c'est un hématome. En fait, c'est pas vraiment une thrombose, c'est un hématome qui va se former au niveau de ces veines et ça va être très très douloureux. Alors, vous avez donné les symptômes des hémorroïdes externes. Les hémorroïdes à l'intérieur, qui restent à l'intérieur, est-ce que les symptômes sont différents? C'est les mêmes symptômes. On aura également cette sensation de gêne, on aura un saignement, d'accord, on aura une thrombose hémorroïdaire, douleur anale, tous les symptômes que j'ai cités. D'accord. Il y a quand même peut-être des facteurs déclenchants de ces hémorroïdes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a jamais fait d'hémorroïdes va se retrouver à avoir une crise à un moment donné. Éventuellement, je pense aux femmes après l'accouchement. Oui, tout à fait, durant leur période génitale, après l'accouchement, au cours de la grossesse également, pendant les premiers mois, on aura l'apparition des hémorroïdes. Il y a une prédisposition familiale, mais les hémorroïdes ne sont pas héréditaires, mais il y a des familles de constipés, c'est-à-dire des familles où il y a une constipation chronique. À ce moment-là, ils peuvent faire des hémorroïdes. Il y a également des troubles du transit, c'est important. La constipation, c'est la première cause des hémorroïdes. Le malade, il va pousser, il va faire des efforts de pousser. La diarrhée aussi peut donner des hémorroïdes. C'est aussi important. Il y a des facteurs déclenchants, comme les repas épicés, comme l'alcool. Il y a la position debout prolongée, la position assise prolongée chez les chauffeurs de taxi, les routiers et tout ça. Et bien sûr, l'activité physique. Oui, le sport, c'est important parce qu'il s'agit d'un problème. C'est comme des veines, des varices, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a un problème de circulation veineuse. Et le sport, le manque de sport, la sédentarité favorise l'apparition de ces hémorroïdes. La sédentarité, pas l'activité physique. Parfait. Alors, il y a beaucoup d'automédication, vous l'avez dit. Beaucoup d'automédication avec l'application notamment de crèmes de pommade locale. Est-ce que c'est mauvais? Oui, c'est mauvais parce qu'il y a un diagnostic différentiel des hémorroïdes qui est très très fréquent. Les malades sont traités pour des hémorroïdes à plusieurs reprises, alors qu'au fait, ils n'ont pas des hémorroïdes, c'est à peu près les mêmes symptômes, des saignements, des douleurs, c'est ce qu'on appelle la fissure anale. La fissure anale, c'est une lésion de l'anus. Et le traitement, il est totalement différent. On se fait traiter, on peut avoir l'association des deux, par contre. On se fait traiter pour des hémorroïdes, la fissure, elle est là, elle est pertinente, elle est récidivante, on ne la traite pas et on peut avoir recours à la chirurgie. Carrément. Carrément. Pour traiter une fissure anale. Pour traiter une fissure anale récidivante qui ne réagit pas au traitement. D'accord, mais qu'est-ce qui fait la différence entre la fissure anale et les hémorroïdes? C'est quoi? C'est les masses? Les hémorroïdes, c'est différent, comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est des vaisseaux, c'est des veines qui sont dilatées, d'accord? C'est mécanique. Il y a un effort de poussée, les veines sont dilatées, et bon, on a les signes. La fissure, c'est différent, c'est une lésion de la paroi anale. Donc, mais les symptômes sont les mêmes, vous avez dit. Mais pour la fissure anale, il y a un symptôme qui est très, très significatif, c'est que la douleur, c'est pas la même. La douleur, elle apparaît au passage des selles et elle dure après avoir... C'est une plaie. Voilà, c'est une plaie. Donc, quand on sort des toilettes, la douleur, elle persiste. D'accord. 1 à 2 heures après, c'est très évocateur d'une fissure anale. Et justement, l'automédication, ça fait quoi ça? En fait, on soigne... On soigne les hémorroïdes en général. Voilà. Les pharmaciens ne pensent pas trop à la fissure anale, et malheureusement. On complique un cas. Et il faut examiner. C'est pour ça, d'où l'intérêt de l'examen proctologique. Il faut examiner cette zone anale à la recherche. On peut avoir un abcès anal, c'est-à-dire des sointements en abcès anal, une fissure anale. Et bien sûr, j'insiste sur l'examen endoscopique, une coloscopie. Normalement, c'est pas normal d'avoir du sang dans les selles. Quand il y a, c'est au médecin de juger du degré et puis de juger de l'intérêt de faire une coloscopie. Est-ce que les enfants peuvent faire des hémorroïdes? Oui.
C'est possible? Oui, c'est possible. Les enfants obèses, l'obésité aussi, c'est important, l'obésité. On voit beaucoup d'hémorroïdes chez les diabétiques. Les enfants en surpoids, oui, on peut avoir. Et les enfants, la constipation, elle est très fréquente chez les enfants. C'est vrai. C'est d'aller à la selle. Les enfants, quand ils vont à la selle, on leur apprend d'aller à la selle. C'est l'apprentissage d'aller à la selle, c'est très important. Les enfants, en général, ils se retiennent. Oui. Ils préfèrent regarder leur tablette, regarder leurs films préférés, leurs dessins animés. Ils se retiennent. Et c'est ce qui fait que, bon, ils vont aller pousser dans les toilettes et ça va engendrer ces hémorroïdes. Pareil pour les adultes. Voilà, il y a des gens qui passent beaucoup de temps aux toilettes, soit à lire. Donc, il ne faut pas prendre son temps dans les toilettes. Il ne faut pas trop pousser. Voilà. Alors justement, vous avez évoqué les personnes diabétiques. Vous avez dit que les personnes diabétiques faisaient beaucoup d'hémorroïdes. Parce qu'il y a un problème de circulation veineuse. Mais justement, on sait que les personnes diabétiques ont un problème de cicatrisation aussi. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que les hémorroïdes sont plus graves chez les personnes diabétiques? Est-ce qu'elles peuvent avoir des conséquences un peu dramatiques? Peut-être que je dis n'importe quoi, mais quand je pense aux problèmes des extrémités chez les personnes diabétiques, les plaies aux pieds, les plaies aux mains, les conséquences que ça peut avoir. Vous avez parlé de cicatrisation, donc ils vont faire beaucoup plus de fissures anales. De fissures anales. Et parce que chez les diabétiques, le côlon, il est paresseux, d'accord. Donc ils vont être beaucoup plus constipés et ils vont pousser et avoir... faire des hémorroïdes et des fissures anales. Des fissures anales difficiles à cicatriser. C'est important de prendre en charge. Bien sûr, c'est très très important. On revient sur la prévention. Oui. C'est important, l'alimentation. On dit que l'alimentation épicée provoque les hémorroïdes. Est-ce que c'est vrai? Mythe ou réalité? C'est pas les épices qui provoquent les hémorroïdes. Ça, c'est vraiment une idée mal reçue, erronée. C'est la région anale, elle est lésée, elle est fragilisée. Donc, le passage des sels avec des repas épicés, piquants, ça pique, ça entraîne des brûlures, des démangeaisons, mais c'est pas la cause des hémorroïdes. C'est un facteur déclenchant, favorisant. Voilà. Il y a aussi la constipation. Donc, il faut privilégier une alimentation riche en fibres. Donc, pour éviter d'être constipé, boire abondamment, faire du sport, comme j'ai dit tout à l'heure, l'activité physique, elle est très importante parce que c'est des varices anales et donc il faut faire du sport. C'est la première fois que j'entends que c'est des varices. Voilà. Non, on parle de varices anales. Et puis, bon, pour la position prolongée, éviter de trop la position assise, la position debout, prolongée, c'est important. Et ne pas trop pousser, ne pas trop se retarder dans les toilettes. C'est une maladie chronique? Oui, c'est une maladie chronique. Si justement, une fois on fait une crise d'hémorroïdes, on en aura toute sa vie? On en aura toute après un accouchement, par exemple? Après un accouchement, au cours de la grossesse, comme j'ai dit, il y a des périodes d'activité, il y a des périodes de rémission. C'est une maladie chronique tout au long de la vie et qui peut parfois... C'est pas une maladie, c'est pas une urgence, mais c'est très, très désagréable, très gênant. Donc, à la fin, les malades... j'ai oublié de mentionner qu'on peut avoir, en plus des symptômes que j'ai cités, un prolapsus hémorroïdaire, c'est-à-dire que ces vaisseaux vont sortir en permanence et ça nécessite une chirurgie? Voilà, une chirurgie. Donc, on commence par un traitement médical. En général, c'est des vénotoniques, c'est des médicaments qui vont resserrer ces veines. On aura des crèmes, des pommades topiques, locales. Avant de passer à la chirurgie, on peut proposer un traitement instrumental, les ligatures élastiques, on appelle, c'est des anneaux élastiques qu'on pose sur les hémorroïdes, d'injections sclérosantes et de la cryothérapie. Si ça ne marche pas, on passe à la chirurgie. Alors justement, est-ce qu'on peut anticiper la crise par une prise de médicaments? Non. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de traitement de fond. Il n'y a pas de traitement de fond, c'est juste des mesures hygiéno-diététiques. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Docteur Mounia Alaoui, vous êtes gastro-entérologue à Marrakech. Un sujet tabou, mais on l'a fait, on en a parlé. Pourquoi? Parce que ça s'appelle de la prévention et c'est le rôle d'Once Diéto sur Média TV. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité, pour votre confiance. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation et la diffusion de cette émission. Au plaisir de vous retrouver, bien sûr, très très vite.